Bonsoir, vous êtes les bienvenus à notre entrevue avec Jean-Paul Picapert et son épouse, Monique Picapert. Ils font toujours les discussions ensemble pour la présentation de ses livres et de son travail. Donc c'est Monique qui est journaliste qui l'interroge. Ils ont l'habitude de travailler comme cela. Moi, aujourd'hui, je ne fais que présenter mon invité qui est Jean-Paul Picapert. Docteur en sciences politiques. Je sais de lui aussi qu'il est un grand écrivain. Il a écrit plus de trentaine de livres. Et il a écrit des livres historiques. Et il a écrit un roman. C'est son premier roman qu'il a écrit récemment. Oui. Il a édité récemment. Et il y a encore un roman en route. Oui. En tout cas, je vous remercie d'être venu. Et je vous en prie, je vous laisse la parole. Merci. Et on va commencer par le roman, Les Louves du Gévaudan. D'abord, je pense qu'il est indispensable de situer le Gévaudan parce que je ne sais pas si tout le monde ici sait où se trouve cette région en France. Vous prenez Clermont-Ferrand, vous prenez Montpellier et c'est à peu près entre les deux. Actuellement, cette région s'appelle la Lozère, donc dans le Massif central. C'est un département très vaste, le plus haut en altitude moyenne habitable en France et le moins peuplé. Et le plus rural aussi de France, a dit Emmanuel Macron la semaine dernière dans son interview du 13h sur TF1. Voilà. Oui, c'est ça. Oui, voilà. Donc là, alors pour venir au sujet... là ont eu lieu de terribles guerres de religion. C'était le protestantisme du Sud arrivé à fleurer jusque-là, et naturellement l'armée royale a attaqué. Et les protestants se sont défendus. Donc il y a eu des guerres de religion à deux reprises, très intenses, à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIIe siècle, celle qu'on appelle la guerre des Camisards, qui est beaucoup plus connue que celle de la fin du XVIe siècle, qui est beaucoup moins connue et qui pourtant a duré beaucoup plus longtemps et était vraiment très forte avec beaucoup de morts. Et ce département, c'est mon épouse qui me l'a fait découvrir. Je n'y étais jamais allé, comme la plupart d'entre vous. Personne ne va en Lozère. Pourquoi aller en Lozère, dans ce coin perdu du monde? Ça m'a tellement intéressé, ça m'a fasciné, non seulement le paysage, la faune et la flore et tout, et les gens, et aussi l'histoire. Et je me suis plongé dans l'histoire du département. Et donc les guerres de religion sont la toile de fond du roman. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Alors, des événements terribles s'y sont passés. Les guerres de religion, c'est un malheur récurrent, c'est actuel, c'est aussi pour ça que j'ai réfléchi là-dessus et fait ce livre. C'est un malheur récurrent qui envenime, hélas encore, beaucoup de peuples dans le monde aujourd'hui. Les deux événements déclencheurs de ces guerres ont été, donc je parle du XVIe siècle, ont été le massacre des protestants à Vassy par le duc de Guise. Les protestants se sont vengés ensuite à Orléans, où ils ont où ils ont massacré des catholiques, et la Saint-Barthélemy, que vous connaissez tous, à Paris, en 1972. Ce sont les événements déclencheurs. Mes héros, qui incarnent cette époque, se déplacent sur une ligne qui coupe la France de Bordeaux, de la Gironde plus exactement, à Lyon et Genève, d'où venait le calvinisme. Le point de départ c'est un château fort protestant en Gévaudan, au milieu du Gévaudan, dans le village natal de Monique. Il a été détruit en deux temps, en 1586 par la guerre, par les canons, et ce qui restait, qui avait été plus ou moins reconstruit par les propriétaires, a été détruit en 1632 par Richelieu, parce que c'était un château protestant comme d'autres. Alors, pour terminer sur l'idée des guerres de religion, j'ai trouvé une citation formidable de Boris Cyrulnik dans son livre récent « Psychothérapie de Dieu ». Il écrit
La religion est un phénomène humain majeur qui structure la vision du monde, sauve un grand nombre d'individus, organise presque toutes les cultures et provoque d'immenses malheurs. Vous savez que Boris Cyrulnik a échappé par miracle tout enfant à la Shoah. Sa famille a péri dans les camps d'extermination. Alors, je vous laisse méditer ce mot. Alors, quand on ouvre donc les Louvres du Gévaudan, on est au XXe siècle. On bascule ensuite dans le XVIe, on revient au XXe. Alors, pourquoi ce choix? C'est un secret de fabrication? Oui, c'est voulu Oui, secret de fabrication, oui, peut-être un peu, parce que oui, j'ai pas expliqué pourquoi on peut vivre à deux époques en même temps, mais je pense que c'est faisable. Et en tout cas, c'est extravagant. Et j'admets que ce n'est pas évident pour le lecteur d'être à cheval sur ces deux siècles, hein, 16e, 20e. Mais le roman permet la fiction, et j'y ajoute le merveilleux et l'impossible. Voilà, c'est la liberté de création. Oui. Mais on sent quand même au fil des pages que l'historien n'est pas loin, hein, même si le romancier se fait la part belle. Alors, pourquoi avoir tenté cet exercice périlleux du roman historique quand on est auteur de documents, de livres politiques? Oui, bon, alors dans mes livres politiques, jusque-là, dont j'avais un peu marre, pour ainsi dire, hein, mais les éditeurs m'en demandent, alors, et ils me demandent des choses sur le nazisme, notamment. Alors, on est bien obligé. Hein. Et dans un livre d'histoire, on relate des faits, des dates, on apporte des preuves, on cite des documents, on donne ses sources, on se doit de respecter les règles de la science et d'éviter les présupposés idéologiques ou subjectifs. C'est souvent passionnant quand on trouve des faits nouveaux et qu'on contredit des idées reçues ou des idées qui se baladent ou des contre-vérités même. Mais l'écriture est toujours impersonnelle. Le roman historique peut faire tout cela. Il peut apporter des faits, des documents et tout, mais il ne vise pas seulement à informer, il fait vivre les événements et rencontrer des personnages historiques. C'est autre chose, c'est plus subjectif, plus vivant. Alors, la mentalité et le genre de vie des gens du XVIe siècle étaient profondément différents des nôtres, et pourtant, c'était des sapiens comme nous, et leurs préoccupations, leurs instincts basiques étaient les mêmes que les nôtres. Alors, c'est quand même assez troublant d'essayer d'endosser leurs costumes et de vivre avec eux au XVIe siècle. Et puis, de façon plus personnelle, j'avais vraiment besoin de goûter la liberté du roman, et c'est un rêve que j'ai enfin réalisé, et je recommencerai, puisqu'il y aura un second roman à la fin de l'année, sur Madame Néandertal. Voilà. Alors, j'imagine qu'il y a quand même un gros travail de recherche pour asseoir confortablement toute cette partie romancée. Voilà, les bases sont solides, disons, du roman. Oui, il y a eu un travail énorme. J'ai écrit le roman très vite, je ne sais pas, en 3 mois, quelque chose comme ça. Mais j'ai travaillé des mois avant sur des archives pour reconstituer la réalité de l'époque. C'est crédible parce que les grands personnages, les grands événements, même la topographie des lieux et les modes de vie, naturellement, même l'alimentation, hein, sont rigoureusement exacts. Mais la fiction permet de déplacer des lieux, des dates, de rapetisser ou de grossir un aspect au détriment des autres. Bien sûr, il ne faut pas inventer l'histoire au détriment de l'histoire. C'est-à-dire poser des questions du genre « qu'est-ce qui se serait passé si ?» Avec des si, on peut refaire le monde. Hein. Alors là, j'évite ça, je reste dans la réalité historique, et je trouve que c'est une perte de temps de poser des questions comme ça, et de faire cette fiction que j'appelle nuisible et mal placée, car elle se frotte souvent à des événements tragiques auxquels il vaudrait mieux ne pas toucher. Et Hitler, par exemple, est un personnage tragique de l'histoire. Alors quand on fait un livre en se demandant ce qu'il serait advenu de lui s'il avait réussi le concours d'entrée à l'Académie de Vienne, des Beaux-Arts de Vienne, hein, ou bien cet autre dans lequel il se réveille après la guerre et puis se rend compte que le monde a changé, alors là vraiment, pas touche, hein, c'est pas vraiment mon genre. Il y a de grands passages dans le livre sur la peste.
Pourquoi vous avez autant insisté sur ce terrible fléau? Oui, parce que c'est pas pour ajouter du tragique au tragique. Le tragique, il était là. Mon récit se situe certes au XVIe siècle. Les deux grandes épidémies de peste en Europe ont eu lieu au XIVe siècle et au XVIIIe siècle. Mais la peste a toujours été endémique, elle réapparaissait par-ci, par-là. Et à la fin du XVIe siècle, vers 1575, il y a eu une grande peste à Genève, chez les protestants, chez les calvinistes justement. C'est un fait avéré aussi que l'armée catholique, en 1586, justement dans le Gévaudan, a dû se disperser, elle a été décimée sur place parce que les mercenaires avaient amené le bacille de la peste. Et il y avait des mercenaires suisses parmi eux. C'est une période de terreur face à cette maladie contre laquelle on ne pouvait rien, qui se propageait vite, dont on ne savait pas l'origine, mais du tout, du tout, du tout. On s'en est pas douté jusqu'au 19e, 20e siècle, pratiquement, comment elle se propageait. Oui. Et il y a un autre phénomène assez insolite et assez inattendu dans votre livre, qui, d'après vous, a joué un rôle important, très important même dans ces guerres de religion, c'est le froid. Alors, oui. Comment en êtes-vous venu à cette conclusion et surtout avec quelles preuves? Oui, nous voulions intituler notre livre, je dis bien notre livre parce que mon épouse relit tous mes livres et corrige avec les ciseaux, parce que j'en fais toujours trop. Le roman avait 500 pages au début, il fallait qu'il en ait 300 et quelques, 300. Alors, on voulait intituler le roman « Guerre froide en Gévaudan ». Et puis quand même, l'éditeur a dit non, c'est pas, ça prête à confusion. Et alors, on s'est accordé sur les louves du Gévaudan. Donc le froid. Oui, alors il m'est arrivé un truc inouï. J'avais commencé à rédiger le roman en 2016. Le roman est paru au cours de l'été de l'année dernière, 2017. Je tombe sur un article datant de l'année précédente dans les cahiers Sciences et Vie. Et c'est un article du grand historien sociologue Emmanuel Leroy-Ladurie qui faisait état d'une petite période glaciaire à la fin du XVIe siècle. En effet, après un début de siècle doux, ensoleillé, pas trop pluvieux, avec de bonnes récoltes, arriva à partir de 1560, retenez la date, une période d'hiver glacé et d'été pourri qui dura jusqu'en 1600. Après, ça se réchauffe à nouveau un peu, puis ça revient le froid au 18e. Or, il y a coïncidence entre ce refroidissement climatique et les guerres de religion, qui allèrent de 1562, le massacre de Vassy, à 1598, l'édit de Nantes par Henri IV. C'est frappant. Je ne sais pas, je ne peux pas exactement l'expliquer. En outre, le roi Ladurie avance que l'année la plus froide du siècle et même du millénaire, selon lui, a été l'année 1586, l'année de ma bataille pivot. C'est pile cette année-là. Je ne l'ai pas inventé, quoi. Alors, à l'époque, ce refroidissement a été documenté par la peinture italienne. Vous avez les Wintertje, les peintures italiennes avec le patin à glace, le froid, les boules de neige. Hollandaise, pardon. J'ai dit italienne. Oui. Oh là. On est toujours fixé sur la peinture italienne, pardon. Hollandaise, oui. Ça commence avec Pierre Bruegel l'Ancien, etc., en 1565, par là. Les scènes d'hiver, de neige, de froid et de misère aussi abondent. Les peintres de l'époque, c'était des reporters. Ils peignaient ce qu'ils voyaient. C'est pas comme aujourd'hui où on peint n'importe quoi. L'économie de ce temps était à 80% agricole. Hein. Et donc, si le froid arrive, en cas de désastre climatique, c'était la famine et la misère. Alors, je pense qu'à l'époque où on pensait très religieusement, la pensée était essentiellement religieuse. La peste et le froid ont été vus comme des fléaux de Dieu. Et alors, beaucoup de gens se sont dit, il faut s'adresser autrement à Dieu. D'où la réforme. Là, je raccourcis beaucoup. Oui, hein, oui. Parce que Luther, c'est avant le froid. Hein, et Calvin aussi, c'est avant le froid. Mais ça a d'autres raisons. Dans la bourgeoisie éclairée, etc. Mais ça a été renforcé dans le peuple
la Réforme, parce que c'était aussi un mouvement populaire, le protestantisme, surtout en Gévaudan, où les nobles et les paysans étaient comme ça, ensemble. Il n'y a pas eu de guerre de classe dans cette région. Donc, le froid, la misère, la famine ont joué un rôle énorme dans la propagation de cette religion. Et vos héros, donc, dans le roman, donc, sont fictifs, bien sûr, hein, sont inventés. Oui. Et n'est-ce pas compliqué de les rendre crédibles pour le lecteur? Comment avez-vous fait pour endosser leur costume? Voilà. Eh bien, j'ai adoré le faire. Et je regrette, j'ai raté ma vie, je le dis tout de suite. J'aurais dû être romancier dès le départ, il y a déjà 2 siècles, quoi. Et alors, c'est ce que j'ai fait, je me suis mis dans leur peau et dans leur tête tout au long du récit. Et dans leur époque aussi. Et c'est des moments inoubliables. Vous savez pas ce que c'est que de vivre au XVIe siècle. Mais je vous le recommande. Allez y faire un petit tour. Et alors, j'espère avoir rendu mon ressenti de façon à ce que les lecteurs soient eux aussi happés par le récit et transportés dans ces vies passées. Le roman fait appel à l'intelligence émotionnelle. Oui, bon, en plus de ce que nous venons d'évoquer, quelle est, selon vous, la différence de perception entre le roman historique et le document? Oui, je l'ai esquissé un petit peu. 2 choses essentielles. Le roman ne relate pas une époque, il la ressuscite. Deuxièmement, nous ne pensons pas en document quand nous pensons, mais en récit. Tout ce que nous rappelons de nos vies, nous le relatons sous forme d'histoire, au pluriel, histoire, sous forme de récit et de dialogue. Il m'a dit que, j'ai dit que, etc. C'est comme ça qu'on raconte. Et regardez la Bible et les évangiles. Ce sont des paraboles, ce sont des histoires. Regardez les premiers historiens, Homère, Hérodote, Jules César, etc. Ils ont raconté des histoires. J'ajoute que ces histoires, légendes et mythes créent des liens sociaux et civilisationnels. Voilà, si vous avez des questions donc, à poser sur ce livre...